sommes à l'INSEP 4 accompagnatrices qui nous partageons des portefeuilles de fédérations. Donc avant ça, pour me présenter un petit peu, je suis arrivée à l'INSEP en 2013 sur une création de poste en fait, à la demande de Valérie Fournéron, qui était ministre des Sports à l'époque. Et c'était un poste 100% dédié à la reconversion des sportifs de haut niveau, en sachant que j'étais localisée à l'INSEP, mais qu'en fait j'accompagnais les profils seniors, élite, reconversion et plus, je vous dirai pourquoi plus après, sportifs professionnels ou sport amateur sur l'ensemble du territoire national. Donc vous pouvez vous rendre compte déjà, rien qu'en énonçant cette mission, qu'il pouvait y avoir un petit problème, c'est qu'effectivement il y avait une personne dédiée à cette mission-là. Donc heureusement, on travaille en partenariat, on travaille en réseau, et l'objectif de la mission était à la fois de pouvoir accompagner personnellement des sportifs de haut niveau qui revenaient vers moi, aussi bien des gens qui avaient quitté l'INSEP que des gens qui n'y avaient jamais été et qui étaient très esselés en structure. Donc j'ai eu effectivement des sportifs professionnels ou amateurs, mais qui pouvaient jamais être passés chez nous. Et après, de pouvoir les remettre en lien en région avec différents acteurs avec lesquels nous travaillons. Depuis 3 ans, ça a un petit peu changé sur l'organisation, puisque initialement à l'INSEP, l'objectif était d'avoir des spécialisations dans l'accompagnement. Donc une personne dédiée à l'accompagnement, à l'orientation, donc quand les sportifs rentrent à l'INSEP, une autre personne dédiée à l'accompagnement, à l'insertion en carrière, donc les besoins de stage ou de mise en relation avec des employeurs, mais vraiment sur la carrière, ce qui est très différent de l'après. On avait 2 personnes dédiées aux études extérieures, donc la relation avec les établissements, et donc moi sur la reconversion, donc le fameux après. Finalement, la nouvelle organisation et la nouvelle volonté de la direction de l'INSEP il y a 3 ans a été de nous rendre polyvalents. C'est très à la mode la polyvalence. Donc finalement, chaque accompagnatrice reprend la totalité des sujets. Et les pôles France, c'était surtout pour eux que ça facilitait les choses, se retrouvent avec cette possibilité d'avoir un seul, bon, il s'avère que maintenant on n'est plus que des femmes, mais une seule référente sur la totalité des sujets. Donc pour nous, ça pouvait être assez riche parce que, à la différence de l'organisation précédente, on voit la totalité du carrière de sportive et la totalité des problématiques. Et il nous amène, voilà, quel que soit le problème psychologique, social, insertion, etc., il l'amène chez nous, on voit comment on l'accompagne personnellement ou comment on retransfère ensuite. Après, ça peut être aussi un peu frustrant parce que forcément, moi j'étais à 100% sur la reconversion et j'ai toujours une passion pour les profils sur la transition, et là je suis juste à 30% sur la reconversion et donc on va dire à 70% sur les sportifs en carrière. Et pourquoi je fais cette différence? Parce que c'est très différent, maintenant que je fais vraiment les deux, d'accompagner des gens à ces 2 stades de vie. Donc nous on parle bien maintenant de projet de vie, puisqu'effectivement le grand dada du sport de haut niveau, ça a toujours été le double projet, mais maintenant dans beaucoup d'instances, comme vous avez pu l'entendre, on commence à s'éloigner de cette notion-là. Bon, j'ai entendu parler de triple projet, ça existe aussi, hein, ceux qui sont en emploi, en carrière, en sport, voilà, ça peut marcher. Hein. Mais voilà, plus globalement, c'est projet de vie, mais peu importe le nom qui lui est donné, ce qui compte, c'est vraiment de se dire que selon la temporalité dans laquelle est le sportif, on ne va pas du tout agir de la même façon. Quand on est sur de la transition professionnelle, on est sur une temporalité où la personne est sur un questionnement identitaire et est à l'arrêt. Donc ça veut dire que moi, pendant des années, j'ai travaillé avec des gens qui sont sur cette parenthèse où à un moment donné, on se dit « Ok, qui suis-je en fait? Je vais où? Mais pour savoir où je vais, il faut que je sache qui j'étais avant de faire du sport, qui je suis devenue en faisant du sport. Et surtout, travailler également sur les causes de l'arrêt, ce qui peut être très brutal pour certains et plus ou moins facile à gérer pour d'autres. Donc ça veut dire qu'il y avait tout un travail psychologique. On a sur la reconversion un travail psychologique qui est beaucoup plus approfondi parce qu'ils ont le temps. Forcément, si on les récupère 6 mois, 8 mois, 9 mois, en après-carrière, à ce moment-là, ils ne sont pas forcément insérés, ils ne sont pas forcément encore en études. Ça dépend des profils, ça dépend des gens. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'on va vraiment être sur un questionnement qui va être lié aux valeurs, un questionnement qui va être lié aux motivations et puis à toutes les frustrations. Moi, je leur dis à chaque fois, oui, je travaille pour l'INSEP, mais je n'ai pas de lien de subordination avec la fédération, donc vous pouvez décharger tout ce que vous voulez. Et il y a des choses à décharger sur des fins de carrière. Et parfois qui sont plus ou moins subjectives ou objectives, mais peu importe, ce qui compte, c'est que la personne arrive avec ce vécu-là. Et avant de pouvoir s'insérer, généralement, il faut se débarrasser de ça, de ces scories en fait, qui font qu'un sportif de haut niveau sur de la reconversion, on est sur du sport amateur chez nous, il est quand même dans une problématique
de se dire, mais d'accord, mais est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien en fait? J'ai pas de médaille, je suis jamais montée sur un podium, parce qu'on n'a pas que des têtes d'affiche. Donc en fait, ceux qui ont des prothèses de hanche, et Dieu sait, moi je suis référente du tennis de table, alors à 20 ans, entre 20 et 25, ils ont tous les prothèses de hanche, donc sur ce sport-là. Donc ils ont sacrifié beaucoup de choses, physiquement, mentalement, et s'ils n'ont pas atteint les objectifs désirés, forcément, si on attaque juste la reconversion, très bien, tu veux faire quoi? Quelle formation? Quelle carrière? Très bien. On oublie une personne, enfin une partie de la personne, et on ne peut pas avancer. Parce que cette personne-là sera statistiquement insérée, peut-être, un super master, un emploi, mais elle ne sera pas bien avec elle-même, elle ne sera pas finalement alignée, elle n'aura peut-être pas trouvé d'interlocuteur pour pouvoir aller aussi vider son sac sur certaines problématiques rencontrées. Et les problématiques rencontrées, elles vont être les suivantes. C'est que moi, j'ai pu avoir des personnes qui, forcément, vous connaissez les arrêts sur blessure. Donc, dans ces cas-là, certains ont besoin de se décharger émotionnellement du fait que leur corps les a abandonnés. C'est pas facile. Donc, ça veut dire qu'avant de se dire j'arrive à m'insérer, on se dit mais je ne sers plus à rien. Et mon corps, qui était mon outil de travail, ne me sert plus à rien et m'a lâché. Donc en fait, il y a ce travail-là à faire. Et quand on se rendait compte dans l'accompagnement que ça débordait sur des problématiques qui pouvaient aller vers des problématiques alimentaires, des troubles, des rejets du sport, ou alors des addictions, etc., ou vraiment des phases de déprime, moi j'ai mis en place un protocole d'accompagnement à l'INSEP avec les psys de l'INSEP qui permettent que maintenant des psys de l'INSEP, qui n'était pas gagné, puissent accompagner des sportifs de haut niveau qui n'avaient jamais été à l'INSEP, donc étaient sur des sports pro, sur cette fameuse reconversion. Donc on leur disait bien en général, c'est pas un suivi, on n'est pas sur de la thérapie, on était sur le fait que normalement un sportif de haut niveau a l'obligation chaque année de passer des entretiens psychologiques, mais on oublie la phase de sortie. Donc avec le médical, le chef du médical à l'époque m'avait dit mais ça c'est parfait, nous on essaye de faire passer cette idée-là, que entrer c'est bien mais sortir on a besoin d'aide aussi. Donc finalement maintenant une des psys en fait est fléchée reconversion sportive de haut niveau, ce qui me permet moi de pouvoir accompagner des personnes aussi sur des problématiques qui vont aller au-delà de l'accompagnement introspectif qu'on ferait sur l'insertion et le bilan de carrière. Donc sur l'organisation au sein de l'INSEP, donc on est 4 accompagnatrices, donc comme je vous disais, référentes des différents pôles. Donc moi, je suis référente du tennis de table, du taekwondo, de la gymnastique, en sachant que chez les gymnastiques, il y a la gymnastique artistique féminine, masculine et la GR, rythmique, du badminton et du tir. Il est évident qu'on se retrouve donc face à des populations qui sont très différentes en âge, mais également en termes de maturité sportive. On n'atteint pas la même maturité sportive si on est un tireur ou un pongiste et si on est une gymnaste. Donc ça veut dire que la problématique de réinsertion et de reconversion ne va pas du tout se poser de la même façon. Et on va se retrouver par exemple avec une gymnaste qui fait 42 heures d'entraînement par semaine, qui techniquement, effectivement, va pouvoir se réinsérer très vite, normalement sur le papier, mais avec 42 heures d'entraînement par semaine, j'ai encore eu le cas là, il n'y a pas longtemps, on a des universités qui nous disent nous, on ne veut plus prendre le risque forcément avec des gens qui sont aussi pris finalement en termes sportifs. Alors heureusement, après en négociant, puisque tout notre rôle est dans la négociation, en négociant, on travaille avec la totalité des établissements et on se retrouve à pouvoir trouver des moyens d'aménager les études. Donc soit certains sportifs de haut niveau vont sur des formations comme Icademy qui sont des formations entièrement distancielles et d'autres, on arrive avec des établissements quels qu'ils soient à avoir des aménagements, des souplesses sur les passations d'examens, les délocalisations, etc. Donc nous, notre travail en tant qu'accompagnatrice, il part du début construction du projet. Donc là, on est plus sur une part identitaire, mais comme je vous le dis, ils n'ont pas toujours le temps. Ceux qui sont tout jeunes et qui débarquent et qui nous disent je te cale le midi entre la prépa physique, la prépa mentale, l'entraînement et le déjeuner. D'accord, donc on a une demi-heure pour savoir ce que tu veux faire dans la vie. Donc c'est vrai que là, on se dit on va avoir des difficultés. Alors que celui qui est en fin de carrière, on va avoir plus le temps de se poser. Mais nous, notre rôle, c'est de leur expliquer que s'ils le font juste à la fin de carrière, sans avoir pris la peine, comme vous le disiez, de le faire pendant la carrière, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais surtout, ils peuvent se retrouver dans des difficultés financières qu'ils n'avaient pas anticipées. Si on arrête une carrière à 35 ans et qu'on a une famille et que finalement on n'a pas le bac et qu'on va se retrouver payé au SMIC, alors que, par exemple, un pongiste peut quand même gagner beaucoup plus, parce que c'est un des rares sports amateurs
professionnels en fait, il y a un décalage. Il y a un décalage entre le niveau d'études, la nécessité de se former, le salaire qu'ils auront finalement au final, les obligations familiales. Donc nous, tout notre rôle est vraiment de se dire d'accord, tu n'as pas beaucoup de temps, mais on va aller prendre ces petits moments pour construire ce projet, même si ça prend du temps. Et on les fait travailler sur la temporalité. Ils veulent devenir médecins, ça se fera. Ça se fera, mais pas à l'instant T. Tu veux devenir médecin, très bien. Dans ces cas-là, on trouve des études de biologie, des LAS, puisque maintenant c'est le nouveau terme. On trouve des études qui vont te permettre, en les aménageant, à terme, une fois que tu seras arrivé à ta fin de carrière, de raccrocher finalement ce que tu voulais faire. Et vous parliez beaucoup des formations dans le milieu du sport. Donc on ne va pas se leurrer, effectivement, il y a encore pas mal de sportifs qui peuvent en faire, mais maintenant, nous, ce qui compte, c'est qu'ils les fassent parce qu'ils le souhaitent. Et tout notre travail est de se dire, ok, tu veux faire un brevet professionnel, tu veux faire un DE, un DGEPS, tu veux être entraîneur, mais pourquoi? Parce que si c'est parce que la Fédé t'a envoyé là, nous, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Donc on va retravailler sur les objectifs. Tu veux être entraîneur parce que ça te rassure, ou tu veux être entraîneur parce que tu aimes enseigner et transmettre et avoir des jeunes en face de toi. On va les provoquer aussi. D'accord, tu vas être entraîneur, mais dans le haut niveau, mais tu sais que tu vas avoir des gamins, ou voilà, tu veux faire de l'animation, tu auras des seniors. Tu veux être kiné, tu sais que tu vas masser des gens qui ne sont pas des sportifs de haut niveau. Donc en fait, on essaie aussi de les amener à un ancrage dans le réel pour qu'ils sortent de leur bulle et qu'ils se disent très bien, si ça se trouve, je veux être entraîneur parce que ça me rassure, parce que c'est un univers que je connais et que je ne connais pas encore tous les autres métiers. Donc tout le travail de l'accompagnement, il sera là aussi, les mises en relation professionnelles pour les aider à démystifier des métiers. Moi, j'ai eu le cas d'un gymnaste il y a des années que je n'avais pas suivi sur la carrière et puis qui est venu me voir sur la reconversion, qui avait un super poste, qui était embauché chez Lagardère, qui avait 5 ans d'études, génial, enfin, le profil de rêve. Et il vient, il me dit, c'est plus possible. Les valeurs de la pub et les valeurs de ce milieu-là, c'est pas moi. Je ne m'y retrouve pas. Et ben, on avait là l'exemple type d'un projet qui finalement n'a pas été travaillé en profondeur, puisqu'il a été travaillé sur des notions pragmatiques. Ces études t'intéressent, ce métier, du coup, derrière et ce débouché t'intéresse, mais on n'avait pas travaillé sur l'identité. En gros, qui es-tu? Quelles valeurs as-tu? Et ces valeurs sont-elles en adéquation avec ce que tu imagines du métier? Donc tout le travail aussi, il est aussi de démystifier finalement ce qu'ils vont imaginer et de leur dire attention, des études peuvent être passionnantes, mais le métier n'est pas forcément en lien avec ces études-là. Donc mets-toi en lien avec des professionnels qui vont te parler de leur pratique, qui vont te dire réellement ce qu'ils font, les obstacles qu'ils ont rencontrés, ce qu'ils aiment dans ce métier, et vois si c'est en phase avec toi. Donc on a toutes ces phases-là. Après, on a les phases gestion des établissements. Donc relation avec les établissements supérieurs. Alors évidemment, comme on est l'INSEP, on est en relation régulière avec l'Agence nationale du sport, ce qui peut faciliter les choses. Alors, là, j'avais quelqu'un en taekwondo qui est venu me voir pour me dire que numéro 2 du taekwondo, il me dit je me suis mariée, je suis sortie de l'INSEP en septembre, voilà, il avait des difficultés, il me dit finalement je fais le livreur Deliveroo de temps en temps. Je dis je dis, mais si tu te fais renverser sur ton vélo, tu l'as fait comment ta médaille en fait? Donc c'est là où nous, on doit revenir à une réalité. Et la chance qu'on a, c'est qu'à l'INSEP, on peut prendre aussi le téléphone et appeler l'Agence nationale du sport et dire qu'est-ce que vous auriez comme solution par rapport à son niveau sportif? Parce que l'Agence nationale du sport n'intervient évidemment que pour aussi des gens qui sont quand même, c'est logique, sur un degré de performance qui leur permettra d'intervenir. Donc là, c'était le cas, c'était le numéro 2 du taekwondo. Donc là, il existe, ce dont personne n'a parlé actuellement, un nouveau dispositif qu'ils ont mis en place, qui est en train d'être testé, qui s'appelle l'emploi et sa chaîne. Donc c'est nouveau, mais c'est pas mal, ça va permettre un peu à l'anglo-saxonne de professionnaliser un sportif amateur. Donc je m'explique, l'histoire de l'emploi et sa chaîne de l'ANS, donc de l'Agence nationale du sport, c'est de se dire très bien, ce sportif n'a pas les moyens d'aller travailler parce qu'il n'est pas assez disponible, parce que sinon on essaie de les mettre en lien avec des entreprises. Mais il a un club qui, malgré tout, fait des défraiements ou le paye sur certains aspects. Bon, on sait comment ça se passe avec les clubs, ce n'est pas toujours un contrat, ça peut être des formes de défraiement ou des paiements, des déplacements sur les différentes compétitions. Et donc, dans ces cas-là, ils disent combien le club met en général, et ensuite l'ANS met la différence. Et du coup, ils vont le contractualiser sur un contrat de travail classique, et il va être salarié pour être sportif de haut niveau. Ce qui est très nouveau, ça, en France, en fait. Parce qu'un sportif, c'est pas nouveau sur les sports pro, mais sur un sport amateur, ça n'existait pas. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Par contre, bien sûr, ne pourront en bénéficier, puisqu'on est au niveau de l'ANS, que des sportifs qui sont identifiés dans ce qu'ils appellent le cercle de haute performance. Donc ça, nous, on travaille aussi avec ça.
en sport amateur, on a des sportifs qui passent leur temps à y rentrer ou en sortir. Médaillable, potentiel médaillable, plus médaillable, blessé, remédaillable. Donc il faut jongler avec ça dans les insertions du sportif de haut niveau. Vous avez des gens qui vont démarrer des formations qui coûtent très cher, donc des écoles de commerce, les écoles de kiné, etc., qui ne savent pas qu'une fois qu'ils seront blessés ou peut-être qu'ils devront arrêter leur carrière, ils devront payer cette formation puisqu'effectivement ils ne rentreront plus dans les dispositifs leur permettant un financement par la fédération ou par les dispositifs qui vous ont été énoncés avant. Donc on a aussi tout un travail d'identification des acteurs pour pouvoir ensuite les aider à poursuivre le projet après coup. On travaille aussi avec la fondation du pacte de performance. Donc moi j'étais dans le comité de pilotage du pacte de performance depuis sa création donc en 2014. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, à l'époque où Thierry Braillard avait pris son poste en tant que secrétaire d'État au sport, il s'est appuyé sur un événement qu'on avait organisé à l'INSEP, puisqu'on organisait avant Covid tous les 2 ans un événement, un salon avec 40 entreprises et 20 écoles. Bon, en gros, on faisait le salon basique qu'on trouve à l'extérieur, mais là on le mettait en local pour que les sportifs puissent y avoir accès facilement. Et à partir de là, ils se sont dit, ok, quel problème rencontrez-vous dans l'insertion d'un sportif? Le problème, c'est qu'il existe des CIP, les fameuses conventions d'insertion professionnelle pour les sportifs amateurs, qui sont des contrats de travail que vous signez comme si c'était un temps plein. Vous êtes rémunéré à temps plein, mais ensuite, on y adjoint une annexe qui permet de vous délivrer finalement d'un certain temps pour le sport. Initialement, c'est 50% sport, 50% emploi. Maintenant, c'est souvent plutôt 20% emploi, 30% emploi, etc. et sport. On a les contrats comme l'armée ou l'armée des champions où c'est 100% de dégagement. Donc ça veut dire que ces CIP, on leur a dit c'est très bien, mais les entreprises ont un peu de mal à voir l'intérêt qu'elles auraient. C'est compliqué quand un sportif tout seul en région essaye de négocier avec une entreprise, dire vous allez me payer à temps plein, mais je ne serai pas là. Ou je serai là, mais voilà, 20%. Donc tout le rôle de Thierry Braillard à ce moment-là était de se dire je vais faire le VRP. Moi, je vais aller serrer des mains, parce que les entreprises, finalement, elles aiment bien ça. Donc, ça a permis de dépoussiérer le dispositif. Nous, derrière, on réexpliquait, lui, avec son cabinet, et toute l'équipe du ministère réexpliquait ce qu'était ce type de contrat. Et après, on s'appuyait sur la RSE, on s'appuyait sur la communication. On leur disait, si vous ne voulez pas signer de CIP, vous signez des contrats d'image. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez valoriser effectivement l'image du sportif en termes de com. Mais là, on a une problématique d'insertion aussi sur les contrats d'image. Si le sportif, ce n'est pas une tête d'affiche, et nous, on a beaucoup de gens qui ne sont pas des têtes d'affiche, il ne faut pas se leurrer, beaucoup de gens font exactement le même boulot que celui qui est médaillé, ont les mêmes sacrifices, les mêmes blessures, et repartent sans rien. Et eux, ils n'ont pas de sponsor. Donc, c'est quand même compliqué. Donc nous, notre travail était de leur dire, ok, mais vous allez y gagner, parce qu'en fait, il y a les valeurs de tel ou tel sport qui peuvent correspondre aux valeurs de votre entreprise. Et après, on travaillait sur tout ce qui était diversité de recrutement et RSE. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait en général aussi à notre plus petit niveau. On a une consultante au sein de l'INSEP qui travaille sur la relation entreprise, donc qui vient du privé. Et quand un sportif a besoin d'un stage ou d'une mise en relation entreprise, elle peut effectivement diffuser à son réseau le CV pour ce type de demande. Et sur la façon de travailler, on articule notre travail en permanence avec les responsables de Pôle France. Puisqu'en fait, on a 19 Pôles France à l'INSEP. Et autant de sports et de déclinaisons. Là, on viendra intégrer le breakdance et on vient d'intégrer le handisport. Sachant qu'à la base, le handisport, effectivement, n'était pas chez nous. Certaines fédérations ont des délégations handi, mais pas toutes. Donc là, ça veut dire qu'on travaille à chaque responsable de Pôle France pour pouvoir faire du cousu humain pour chaque sportif. Là, j'étais encore ce matin sur le tennis de table avec le responsable de la filière sciences de Sorbonne Université qui s'est déplacé sur le pôle tennis pour une de leurs sportives, qui est élite plus. Et tennis de table, on n'est jamais là et c'est compliqué. Voilà. Donc, tout est dans le relationnel et l'établissement des partenariats. Tout n'est pas possible. On a beaucoup de formations dans le milieu du sport, mais nous, maintenant, on a principalement des gens qui sont hors sport. Là j'ai eu des soigneurs animaliers, vétérinaires, que ce soit des demandes pour faire médecine, 2 pilotes de ligne, compliqué quand c'est des gymnastes. Leur dire pour faire pilote de ligne et avoir ta prépa, la prépa ce sera après carrière, et donc avant on va essayer de faire des filières sciences, sauf qu'ils ont énormément d'heures d'entraînement. Mais on se dit que chaque brique qui est mise pendant la carrière, c'est toujours ça de gagner, même si le projet finalement il sera finalisé après. Donc forcément,
souvent, quand on voit que ce n'est pas du tout aménageable, on va vers des formations qui seront 100% distancielles et on leur dit « Ok, si c'est plus facile pour toi, tu as des écoles maintenant. » Alors, Viviane Bourmin, qui devait être là, a donc des escrimeurs qui ont été chez vous, dont une qui a validé un bachelor en banque et finance. Donc, c'est vrai qu'on va leur proposer, mais ce n'est pas adaptable à tous, le 100% distanciel. Et nous, on doit veiller à ça. Parce que si on lâche quelqu'un, que ce soit un étudiant ou non sportif de haut niveau, sur une formation 100% distancielle, et qu'il se dit qu'il n'y voit que l'aspect positif, c'est génial, je le fais quand je veux, mais qu'en fait, il n'a pas étudié qui il était et sa relation qu'il avait au travail, et le sens du travail pour lui, et la façon dont il a de se mettre en mouvement, ça peut ne pas marcher. Ça nous est arrivé de se dire pourtant il a un bon niveau, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et certains après testent et c'est arrivé qu'ils nous redisent finalement j'ai besoin de cadre. J'ai découvert que j'étais quelqu'un qui avait besoin de cadre et besoin qu'on me dise quoi faire, comment faire. Alors ils vont être plus adaptés à des écoles de commerce qui sont beaucoup plus cadrées et qui pourtant ont des formations également à distance, mais avec des regroupements, la sensation d'avoir, comme vous en fait, c'était l'avantage de cette école-là, cette sensation quand même d'être comme quand on est en présentiel avec des promotions qui se retrouvent et des petits formats. Donc nous, on est là aussi pour leur dire chaque type d'école va être intéressant en fonction de qui tu es. Il faut arrêter aussi de dire, certains arrivent en disant je veux faire le Lyon. Très bien, tu veux faire le Lyon, mais pourquoi en fait? Parce que le Lyon, ça va te coûter 18 000 € l'année, donc c'est pas ok, très bien. Mais à un moment donné, tu veux le faire pour la réputation de l'école. Est-ce que tu es en mesure finalement de comprendre pourquoi tu as choisi cette école-là? Et certains ne le savent pas, ils disent que c'est sur la réputation de l'école. On leur dit, mais il existe plein d'autres écoles qui peuvent proposer effectivement peut-être des formations qui, si tu regardes vraiment les programmes, peuvent t'intéresser tout autant ou plus. Et certains se rendent compte que parfois le programme qui les intéresse, il peut être chez e-Academy et puis pas sous le format de l'école qui avait EM Lyon, etc. Donc ça, c'est notre façon de travailler au quotidien. Et moi, sur la reconversion, je ne vais rien rajouter de ce qui a été dit, parce qu'elles ont toutes parlé de la vision qu'on avait en général. J'ai eu affaire à des gens qui ont arrêté sur blessure, comme je vous le disais, pour des problèmes de maternité, pour des problèmes de conflit avec la fédération. Donc, ça veut dire que le travail sur l'après, il va être vraiment basé sur les motivations, les valeurs, les compétences. On a créé un livret de compétences du sportif de haut niveau qui existait il y a X années, mais qui a été dépoussiéré là, il y a 3 ans. C'est un projet ministère, AFPA et INSEP. Et ce livret de compétences du sportif de haut niveau, ils sont en train de le numériser là, au niveau de l'ANS, de l'Agence nationale du sport, pour qu'en gros, ça soit comme une espèce de carnet de santé du sportif de haut niveau, c'est-à-dire que chaque responsable de suivi socio-professionnel en fédération devrait avoir ce document et devrait être formé ensuite pour être capable d'accompagner la personne sur qui elle est en termes de compétences et comment elle évolue. Comment tu étais à 18 ans, à 20, à 25, tu arrêtes à 38, ok, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais alors, le problème qui va se poser, c'est de se dire, ok, donc l'outil existe, donc ça, on est content, mais il faut être formé quand même aussi pour accompagner des gens sur ces questions-là. Les responsables de suivi socio-professionnel sont des gens qui ont souvent d'autres missions, qui parfois peuvent être DTN adjoints, donc directeur technique national adjoint de leur fédération, peuvent être directeurs de la performance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une mission sur le suivi socio-professionnel au niveau fédéral qui est obligatoire. Donc en fait, chaque fédération doit avoir son responsable de suivi socio-professionnel. Le nombre de sportifs, quand ils m'appelaient, je leur disais, alors est-ce qu'avant, tu as quand même fait la démarche d'appeler ton responsable de suivi? Alors je vais faire plus simple, on dit RSSP chez nous. Donc ton RSSP. Non, je ne sais pas qui c'est. Et là, on se rendait compte qu'en fait, ils avaient fait toute leur carrière sans identifier la personne qui était censée les accompagner. Parce que selon les pôles, cette personne peut être complètement délocalisée. S'ils sont en pôle France INSEP, que le RSSP il est à Bordeaux, des fois, ça ne se parle pas. Et surtout, il y a l'obligation que cette mission ce poste soit créé, mais il n'y a pas assez de moyens sur les fédérations pour que certaines fédés puissent dédier 100% du temps plein à cette mission. Donc souvent, ils vont allouer à cette personne-là une autre mission qui va être liée à la perf pure. Donc forcément, selon les fédés, selon les pôles, ils vont avoir 20, 30, 40, 100% de leur temps sur le suivi socio-professionnel. Donc c'est là où nous, on intervient au niveau INSEP en leur disant « Attention, on n'est pas là pour remplacer ce que vous faites. » Parce qu'il faut savoir que les fédérations louent les locaux de l'INSEP et bénéficient de la totalité des installations et des infrastructures et qu'on est en conventionnement, mais il n'y a pas de relation hiérarchique entre les deux. Donc on leur dit bien, on ne remplace pas ce que vous faites, mais par contre, on va suppléer effectivement différentes problématiques et aux manquements qu'il pourrait y avoir. Donc il y a des fédérations pour lesquelles je suis
100% sur le suivi socio-pro, et d'autres où on a un responsable de Pôle France qui est sur cette mission-là et qui travaille très très bien avec eux en proximité. Et nous, sur les formations en interne, on a un BTS MCO, commercial. On a tout un lycée en partenariat avec des lycées extérieurs, avec des profs qui se déplacent. Ça peut être problématique selon les sports. Voilà, quand les journées type d'un sport sportif amateur, 7h45, on est en cours, on sort à 10h, 10h15, on est en entraînement, on revient à 10h30, enfin à midi et demi, 1h, on mange. Généralement, on reprend à 14h sur les cours jusqu'à 16h. Ensuite, on reprend l'entraînement de 16h jusqu'à 19h ou certains 20h. Donc en fait, les terminales chez nous, ils ont des programmes de folie. Parce qu'après, les filles, je leur dis, mais tu travailles quand? Le bac. Après, je mange et puis à 21h, je me remets sur mes cours. Donc elles arrêtent à 22, 23h. Voilà, je parle des filles parce que souvent sur les terminales, on a beaucoup de gymnases, mais on a tous les sports, taekwondo, etc. Donc c'est vrai que ça peut être complexe. Et contrairement à ce qu'on pense, un sportif de haut niveau n'est pas oisif du tout sur ces aspects d'études. Et généralement, une année de lycée pour un sportif de haut niveau amateur est beaucoup plus chargée qu'une année classique d'un étudiant qui ne serait pas sportif de haut niveau. Et ils ont la chance chez nous qu'il y ait cet aménagement. On en récupère certains qui nous disent j'étais sur tel CREPS et finalement on m'avait dit qu'il y aurait des aménagements, mais on me mettait 0 quand j'étais pas là, on me disqualifiait quand j'étais pas là, etc. Puis ils se retrouvaient avec des moyennes pas possibles qui n'étaient pas valorisables. Ensuite, quand on sort de terminale, qu'on vise une école de haut niveau, il y a des moyennes qui ne sont pas valorisables. Et là, on se retrouvait assez ennuyé sur le décalage. Il pouvait y avoir un décalage entre le niveau réel de l'étudiant, qui pouvait être très bon, et les fameuses absences à gérer en permanence. Donc voilà comment on jongle à peu près avec toutes ces données INSEP. Il y aurait quand même plein d'autres choses, mais vous avez déjà entendu quand même pas mal de choses avec toutes les personnes qui sont passées avant. Donc voilà.